Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Vous êtes formidables. On a un athlète absolument génial à vous présenter ce matin. Avec lui, l'emploi de toutes sortes de superlatifs est chaudement recommandé et amplement mérité. Vous allez le voir, sa discipline, c'est le triathlon version XXL. Bonjour André. Bonjour, merci de me présenter comme ça, Héloïse. C'est gentil. Non, c'est pas de vous, le grand athlète dont j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est d'un autre, vous allez voir. C'est quoi votre top 3 des disciplines les plus difficiles, les plus costauds selon vous? À mon avis, dès qu'on va en hauteur et tout ce qui est dans l'eau, la natation et l'escalade. Je pense que j'en mets 2 qui couvrent les 3 places. Bon, moi j'en mets une discipline, c'est le triathlon. Ouais. Ça tombe bien, c'est la discipline de notre invité justement. Une discipline que lui a adorée, il s'est passionné pour ce sport et donc il s'est plongé complètement dedans au point d'accumuler les bons résultats et de se lancer un pari fou, décrocher une place au championnat du monde. C'est chose faite, il vient nous raconter tout ça. Voici Thomas Rucheton. Bienvenue, cher Thomas. Je dirais qu'il a une allure bien droite alors que nous on est comme ça. Non, on va bien se tenir ce mais matin. je pense qu'on n'aura quand même pas la carrure de Thomas. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir. Vous vous apprêtez à partir au championnat du monde. Alors, championnat du monde de quoi? J'ai pas trop précisé. Du triathlon, bien sûr, mais du triathlon longue distance, c'est comme ça qu'on dit? Oui, triathlon longue distance, donc qui regroupe 2 disciplines, donc l'Ironman 70.3 qui est considéré comme le longue distance et l'Ironman, donc la distance complète, la distance mythique qui fait rêver énormément de triathlètes. Voilà, donc, Qui fait rêver ou paniquer, terrifier? la veille et le matin de la course qui fait paniquer. Ils ont des rêves différents quand même Voilà. de nous. En plus, c'était ma question suivante. Je lui dis, vous êtes comment justement quand vous pensez à cette course? Enthousiaste, pétrifié ou un peu tout ça? Avec l'expérience, un peu moins pétrifié, mais tout triathlète qui réalise son premier Ironman ne dort pas la nuit précédente. Ça, je l'ai vécu et c'est très dur. On n'a pas besoin de dormir la nuit précédente, vu l'effort à fournir. C'est vrai qu'on peut clairement se passer de dormir. C'est ça qu'on le rappelle, l'Ironman, c'est de la natation, mais version large. On a, je crois, 3-4 km. 3 km 800 de natation en eau vive, donc ça peut être en mer, en lac, en rivière. Ok. Voilà. Et on Course enchaîne. à pied. Voilà, on enchaîne avec 180 km de vélo. Donc, L'état du Tour de France. Voilà, c'est équivalent, on va dire, en termes de distance. Et puis ensuite, on finit par un marathon. Et voilà. Et tout ça en une journée, Et tout bien ça sûr. en une journée, bien évidemment, Voilà. dans des conditions qui sont hyper changeantes. Là, ça va se passer où? Donc en fait, il faut qu'on précise, vous avez participé à 2 championnats du monde différents sur ces 2 distances. C'est ça. L'un à Lahti en Finlande Voilà. et l'autre à Nice dans le sud de la France. Oui, donc à Lahti en Finlande, c'est donc la moitié de la distance, le 70.3. Donc cette course aura lieu le 27 août. Et à Nice, le 10 septembre. Et vous avez une petite préférence pour l'un des deux? En tout cas, est-ce qu'on se fixe des objectifs dans ce contexte-là ou pas? Étant donné que les 2 courses sont rapprochées, donc distantes de 2 semaines, c'est difficile d'être préparé à 100% pour les 2 épreuves. D'accord. Donc mon idée, c'est quand même d'être prêt pour Lahti, parce que c'est un parcours qui me convient. On va dire que c'est beaucoup plus plat que Nice. Ok. Au moins, j'ai la chance du côté d'Orléans de pouvoir m'entraîner Sur des du plat. parcours qui y ressemblent, on va dire. Mais c'est pas pour autant que je délaisse Nice et j'entreprends quand même dans ma préparation de faire beaucoup de dénivelé, on va dire, beaucoup d'entraînement en montagne. Je vais d'ailleurs dans 2 semaines faire la reconnaissance du parcours des championnats du monde à Nice. D'accord. Et oui, est-ce qu'on se dit, je veux faire un top 10, un top 100, un top 300, ça se dit, ce genre de choses ou pas? Alors comme c'est ma première participation, je sais que je marche un petit peu sur des œufs, on va dire. Ouais. Mais j'ai quand même un petit objectif, on va dire, qui est réalisable, je pense. Oui. On va être environ 400 dans ma catégorie d'âge au départ et j'espère faire top 50 à Lahti et au moins mieux que top 100 à Nice. Voilà. D'accord. Comment dire, vous avez besoin, vous, de vous fixer un objectif ou vous ne fonctionnez pas forcément comme ça? Ah si, toujours. Ouais. Ah oui. Donc là, c'est premier, là, lorsqu'on veut. C'est ça, Ah oui, on va faire tout pour, mais je ne le garantis pas. On m'a parlé que vous aviez un super bon mental et on est d'accord que sur des distances comme celle-là, sur des efforts aussi longs, il y a un moment, c'est le mental qui prend le dessus sur le reste. Oui, parce que le corps ne demande qu'une chose, c'est d'arrêter la course. On a fait assez d'efforts pour la journée, mais la tête prend le relais et dit non, on n'a pas fini ce qu'on est venu chercher et on continue, on va au bout et on donne tout.
Magnifique. Vous êtes quand même assez normal du coup à se dire que quand on court autant, on en a marre au bout d'un moment. Voilà. Oui. Ça vous rassure d'entendre Ça me rassure un petit peu. Parce que je me dis, peut-être ils étaient contents voilà, d'arriver à 300 km de course quasiment. D'ailleurs, vous avez une spécialité peut-être entre les trois, vous? Oui, moi je suis surtout spécialiste de la natation, donc ça me permet de sortir de l'eau parmi les premières positions, et donc je suis dans la bonne dynamique de course, et on va dire que ça me tire vers l'avant. Est-ce qu'on démarre toujours par l'eau? Oui, toujours la natation, ensuite le vélo et la course à pied, c'est toujours le même fonctionnement et le même format. Partout dans le monde, tout le temps? Partout dans le monde, oui. Okay. Oui. Donc vous démarrez avec l'eau, ensuite le vélo qui est un peu moins votre fort, si je dis ça sans vous vexer. Hein, oui, non, mais il n'y a aucun souci. Je sais que parmi les 3 disciplines, ça reste mon tendon d'Achille, on va dire. Mais voilà, après, c'est la discipline la plus longue sur un Ironman, donc c'est celle qu'on doit aussi le mieux gérer. Si on part sur un effort trop important, on sait qu'on va le payer ensuite sur le marathon, quoi. D'accord. Quand vous vous êtes dit, j'aimerais bien récupérer un ticket pour les championnats du monde, c'est un projet que vous vous êtes lancé quand, finalement? C'est, on va dire, assez récent, on va dire. C'est que je ne faisais pas de preuve longue distance il y a encore 2 ans. Oui. Alors attention, parce que longue distance, là on parle de... moi j'appelle ça des très longues distances, parce qu'un triathlon au départ c'est quand même des distances un peu costauds. Il reste quand même des distances abordables pour le public. Toute personne qui peut s'entraîner en loisir peut avoir des épreuves à sa disposition qui sont très abordables. Sur du triathlon classique, je veux dire. Hein. Voilà. Ouais. C'est quoi une distance abordable? Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes échelles. Les distances les plus courtes, on va dire les plus accessibles, ça démarre par 350 mètres de natation, par exemple, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied, par exemple. Donc ça peut se faire. Ouais, ça c'est envisageable. Est-ce que ce ne serait pas un défi, Héloïse? Avec plaisir, je vous accueille. On tape. Allez. Faut que j'aille avec Thomas, on va faire ça. Oui, c'est ça, prenez Thomas comme coach, il saura bien vous aiguiller. Non mais donc, quand est-ce que vous vous êtes dit, je veux participer au championnat du monde, je veux me donner les moyens d'y arriver et il faut que j'aille faire toutes ces courses, parce qu'il y en a eu plein d'autres des courses pour valider cette participation-là. Oui. Ouais. On va dire que l'élément déclencheur, il est arrivé en septembre-octobre 2021, donc même pas 2 ans, où j'ai préparé ma première distance longue, donc distance L, que j'ai réalisée dans le sud de la France avec un chrono que je ne pensais pas être réalisable. D'accord. Une course parfaite de A à Z, et je me suis dit, allons-y. Parce que vous vous êtes surpris et vous vous êtes dit, en fait... Oui, on va dire que c'était peut-être un peu la chance du débutant, mais je me suis dit, allons-y, faisons une prépa adaptée, parce qu'on ne se prépare pas de la même manière sur les courtes distances et les longues distances. D'accord. Et donc je me suis dit, on va essayer. Avec mon coach, on s'est dit, on part dans cette direction-là. Vous parlez de coach, vous parlez de préparation, mais vous avez aussi un métier à côté. Mais du coup, ça représente quoi en temps d'entraînement à peu près pour préparer des courses de fous furieux comme ça? Alors, au point de vue hebdomadaire, c'est 15 à 20 heures d'entraînement par semaine. Voilà. Tous les jours? Oui. 6 jours sur 7, il y a quand même un jour de récup. Il y a relâche le dimanche. Oui. Voilà. C'est le jour où vous irez coacher André pour son futur triathlon. Après, si vous voulez que je vous laisse tranquille, il n'y a pas de problème, je m'adapterai. Il se défausse déjà. L'avantage du triathlon, c'est que tout le monde y trouve son plaisir, du débutant au confirmé. Ils vont ça vraiment très très bien, on a presque envie d'y aller. Alors le jour où vous avez envie de faire une petite pause, lever le pied un petit peu, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. On a le sport idéal. Pour ça, ça se joue en pantoufles, au calme et au sec. Et c'est plus qu'une discipline, c'est une tradition dans notre région. C'est la boule de phare. Vous connaissez ? Jamais fait, mais je connais de nom, on va dire. Bon, vous allez voir. Camini est allé s'initier, il va tout vous expliquer. La boule de phare est un patrimoine culturel vivant autour de la Loire, de Blois à Saint-Nazaire. Les habitants pratiquent ce sport en enfilant leurs pantoufles les plus confortables. Mais la boule de phare, qu'est-ce que c'est? Une piste d'à peu près 22 mètres de long, des boules légèrement déséquilibrées et un cochonnet qu'on appelle surtout pas cochonnet, mais le maître. Virginie et Dominique vont m'initier à ce sport de pantouflard. Oh, mais qu'est-ce que La boule de phare est un sport qui se joue en savate, mais nous sommes des sportifs avant tout. D'accord, ok. Viens, on va t'apprendre, Vous avez plus que ça. On va plus t'appeler Camini, mais Camami.
Comme ils ont l'air d'être potes, eh ben, on va mettre Mireille avec Camimi. Non. Allez, viens Mireille, on y va, on va la prendre. Non. Mireille, tu vas pas me laisser tout seul. Viens, allez. Oui, d'accord. Les règles du jeu, c'est quoi? Allez, les règles. Déjà, c'est toujours passer sur les côtés, jamais traverser le jeu. Alors, je sais qu'il y a un côté fort, côté faible. Explique-moi un petit peu. Le côté fort, c'est lui, tu vois. Là, il est un peu plus creux, donc il a moins de force. D'accord. Donc, ton côté fort doit toujours être du côté de la partie incurvée. D'accord. Tu t'assouplis bien, tu mets ta main juste en au dessous ras comme du ça, au sol, ras du sol. et tu diriges vers ton maître. Allez. Voilà, c'est un peu fort. Mais c'est bien. Allez, viens, on va polir tes boules. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'arrive. Kamemi, envoie tes boules, s'il te plaît. Ouais, j'arrive. Alors, pour lire, c'est nettoyer la boule. Il suffit qu'il y a un petit grain de sable, tout ça, donc on nettoie tout pour pas que ça freine la boule au niveau du jeu de boule. Ah oui, quand même. Il y a de la résistance, ça, c'est pas... Faut être costaud. Je place la boule. Après, vous appuyez sur la pédale en bas, puis vous polissez en dessous. Merci pour ce cours de polissage de boules, hein, Dominique. Alors Virginie, toi qui es la présidente du Cercle de Bon Accord, raconte-moi un petit peu l'histoire de ce lieu déjà. On a fêté les 200 ans l'année dernière. Ce lieu-là, il est créé, on a un bail de 1851. C'est pas vrai. Ça perdure depuis des années, de génération en génération. Il faut quand même savoir que les femmes ont été tolérées depuis les années 90. Avant, on n'avait pas le droit d'amener des femmes à la société de boules de foire. Oh, c'est pas vrai. Eh si. Bon on va pas parler de ce qui était pas bien, on va dire bravo messieurs. Qu'est-ce que c'est que ce cadran-là? Ce cadran, il permet de marquer les points lors d'une mène. Une partie est en 10 points. Bon, maintenant j'ai toutes les informations. On va pouvoir commencer la partie sérieusement. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas mal. Alors, mais on n'a pas le droit de crier dans un jeu de boules de foire. C'est interdit. Hein? Non. Je suis désolé. Comme on dit chez nous, l'équipe qui vient de marquer les 4 points vont aller faire la vaisselle. Faire la vaisselle, ça veut dire ramasser les boules de la première mène. Pousser les boules à la planche. Il y a beaucoup d'expressions. Hein. Faire la vaisselle, pousser les boules à la planche. Je vais aller faire la vaisselle. C'est parti. Vous avez vu, la boule de fort, hein. Il y a du respect, mais en plus, ça a évolué. Les hommes vont faire la vaisselle. Je vais t'aider, Dom. Moi, je sais ce que vous allez me dire tous les deux, c'est bien trop calme cette discipline pour tous les deux, surtout pour vous, André. L'adepte des sports extrêmes et complètement farfelu. Je suis sûre que vous en avez trouvé plein pour aujourd'hui. J'en ai trouvé une petite liste. Voilà. Donc c'est parti, c'est la chronique d'André. Vous l'avez compris, depuis le début de cette émission, faire plusieurs kilomètres de nage, enchaîner avec des centaines de kilomètres de vélo et des dizaines de courses à pied pour Héloïse et moi, pour le moment, c'est impossible. Voilà. Bien évidemment. Alors voilà, impossible pour aujourd'hui. Mais des courses complètement impossibles à faire dans le monde pour les gens normalement constitués. Il y en a plusieurs, justement, il y en a plein. Et ça, je suis sûr que Thomas, vous allez les adorer. Toutes en effet, avec en premier une qui est très connue et qui porte bien ce nom, c'est la Diagonale des Fous. Celle-ci, vous en avez entendu parler, le Grand Raid de La Réunion, une course qui est organisée au mois d'octobre. Chaque année est réputée pour être l'une des plus difficiles du monde en son genre. En fait, son départ, elle est donnée où? Au sud de l'île, à Saint-Pierre. Ensuite, voilà, tous les participants commencent la course par une ascension du massif du Piton de la Fournaise. Voilà, on commence par monter un volcan qui est actif. Facile. Toujours facile. Ils poursuivent ensuite leurs efforts dans les cirques, le Piton et les remparts aussi classés au patrimoine mondial de l'UNESCO quand même, empruntant le territoire du Parc national de la Réunion, courir dans les lieux aussi magnifiques. Vous en avez déjà fait, vous, Thomas? En montagne, en France, oui. Je suis allé plusieurs années d'affilée à Tignes, et donc on a aussi des paysages quasi similaires. Ça fait partie du charme du sport, justement, de ce sport-là? Oui, le dépaysement. C'est une bonne facette. Je dirais que quand on n'est pas bien et qu'on a mal aux jambes, on regarde à côté et en fait, on oublie toutes les douleurs. Une bonne facette, parce que la mauvaise facette, c'est les 165 km qui vous attendent dans cette course à pied, avec un dénivelé positif d'environ 10 000 mètres. Ouais, ça, il aime pas, Thomas. Non, ça il aime pas. Personnel. On est d'accord. C'est trop. Voilà, autant négatif aussi qui qualifie la diagonale de Diagonale des Fous. Simplement, alors, pour vous situer, en 2022, la dernière édition, le premier arrivé a mis 23h14 de course, de crapahutage, de pur bonheur. Oui, bien sûr. Tout simplement. Quand on voit contre ça. Des courses comme celle-ci, c'est trop pour vous?
Il y a quelques années, je me disais oui, c'est Ouais. trop. Et puis en fait, en passant sur les triathlons longue distance, je me suis dit en fait, pourquoi pas plus tard. Eh ben, Je ferme pas la porte, ça sera pas pour tout de suite. Mais- eh ben, pourquoi pas aussi une autre course de dingo Ah, que vous j'ai. en avez une autre à lui proposer. Une course qui se passe en Norvège, elle s'appelle le Norseman. Alors celle-ci, elle est très connue aussi. Vous commencez par sauter d'un ferry, voilà, au milieu Vraiment d'un fjord, oui, Ah oui, puis dans donc, l'eau, doit être à bonne température, qui ça est doit à- être impeccable. qui est à 10 degrés Ah oui. au début, voilà. Ensuite, on a donc les 3,8 km de natation, après 180 km de vélo, mais cette fois-ci entre des cols et des vallées, ça grimpe beaucoup, quand même. Puis ensuite, on reste bien évidemment motivé pour le marathon qui nous suit. Et puis surtout, les 10 km de la course correspondent à l'ascension du Gaustatoppen. Rien que le nom est difficile à Les 10 compliquer. derniers kilomètres, c'est Oui, ça en gros, qui cumule à 1880 mètres d'altitude. On finit en pure montée. Alors, ceux qui arrivent au bout de cette course gagnent un t-shirt noir qui fait rêver d'ailleurs, ce t-shirt, peut-être dans le monde. Oui, et je sais que j'ai un ami qui souhaitera y participer vivement. Ah. Ouais. Oh, ce t-shirt. La classe, quand même. On souffre pendant des dizaines d'heures On gagne qu'un pour un t-shirt. t-shirt. C'est Oui. vrai Par contre, un t-shirt qui vous. Voilà, vous avez la reconnaissance de tout le milieu. En effet. Quand on connaît Quand ses on, courses. quand on est cette course, si vous croisez quelqu'un avec un t-shirt noir, Norseman, qui fait ses D'accord. courses, Respect voilà. éternel, on le laisse passer devant nous à la caisse. Voilà. Ouais, Lui aussi, il a droit à caisse prioritaire, évidemment. Alors, l'Ironman, bien évidemment, vous en faites. Les distances plus élevées, donc, que le triathlon. Eh ben, j'en ai un pour vous qui, si vous avez encore envie de faire plus, il y a le DK Ironman de Monterrey au Mexique. Et là, vous n'allez pas être déçus. Vous prenez un Ironman et vous le multipliez par 10. Tout simplement, on se dit, bah oui, c'est pas assez, on va faire 38 km de natation, 1800 km de vélo, 420 km de Mais course non. à pied pour organiser quoi, une compétition avec de telles distances. En plus, ça, vous parliez de dépaysement, voilà, de voyage. La natation, ça c'est dans une piscine, Non. cette fois-ci, oui. Le vélo et la course à pied, c'est sur un circuit de 2 km que vous voyez juste derrière mon épaule. Ah, là, il n'y a pas de paysage. Alors, il y a 900 tours à vélo quand même, il y a 210 tours de course à pied et il y a 760 longueurs de piscine olympique. De quoi devenir Non, fou. mais Voilà. pardon, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Thomas, pour dire qu'il faut une surmotivation dans ce contexte-là particulier Oui. Et puis c'est un ressort mental encore plus important parce qu'il faut aussi dormir à certains moments et se reposer. Et là, c'est Pas dans l'eau. On dort pas Mais dans c'est l'eau. plus la même gestion de course. à Oui, mon avis. oui. Ouais. Complètement différent. Alors là, l'arrivée, justement, le record est établi autour des 190 heures de course. Voilà de quoi avoir le sentiment qu'un marathon est une promenade de santé, tout simplement. Oui, c'est vrai. Ouais. Finalement, ce que vous faites, Thomas, c'est fou, Voilà. le doigt dans le C'est nez, facile. des broutilles. Des broutilles, exactement. Non, je plaisante. On va absolument pas minimiser tout ce que vous faites. Moi, je les trouve absolument effrayantes, ces distances-là. Vous, voilà, sur une diagonale des fous, vous vous dites, ouais, pourquoi pas. Un Norseman aussi, ça... Norseman et Diagonale des Fous, oui, pourquoi pas. Par contre, le DK Ironman, non, Non. c'est trop. Ok. Surtout, comme on disait, il n'y a pas de dépaysement. D'accord. J'imagine que quand vous avez démarré le triathlon, est-ce que vous vous êtes fait la même réflexion que nous, les néophytes les premières distances, le triathlon S ou M ou L, vous vous disiez au départ, oula, je vais y aller progressivement, ça va être compliqué, ou très rapidement vous vous êtes dit, bon, je me balade, je peux passer à autre chose. Non, je suis vraiment monté en distance progressivement. J'ai préféré prendre mon temps et, on va dire, maîtriser chacune des étapes avant de passer aux distances supérieures. Et donc l'élément déclencheur, ça a été cette course où finalement vous avez fait un très bon résultat Oui. et vous vous êtes dit, ok, là je peux m'atteler à autre chose. Voilà, me faire une préparation spécifique et vraiment uniquement orientée sur cet objectif. Et vous parliez de votre coach, mais la plupart du temps, en tout cas au moins sur les courses, vous êtes seul et tout seul. Alors oui, il faut dire que sur mes courses où je suis allé chercher mes qualifications, j'ai osé faire le pari d'y aller tout seul. Donc D'accord. en Allemagne l'année dernière pour prendre ma qualification pour la Finlande. D'accord. Et cette année, donc au Texas, où je suis parti tout seul, on va dire comme un grand, Oui. pour réussir à prendre ma qualification et j'ai réussi, voilà. Ouais, vous partez aux États-Unis, vous faites les championnats du monde. Oui. C'est un sport qui commence tard, où il y a des jeunes peut-être de 18 ans aussi qui émergent, ou ça arrive plus tard un petit peu. Le triathlon, maintenant, il y a plein d'écoles de triathlon qui sont proposées dans différents clubs, et donc on peut démarrer dès qu'on sait nager à 7 ans, jusqu'à 77 ans, on va dire. Oui, mais alors moi j'ai entendu dire qu'on se bonifie en quelque sorte avec l'âge, c'est-à-dire que les longues distances, plus on est âgé, mieux c'est.
Oui. C'est une bêtise ou pas? Non, c'est exactement ça. On va Mon dire que grand-père, sur il va un- pouvoir en faire alors. Non, mais attendez. Sur un distance Ironman, oui, on va dire que le pic de performance peut arriver vers 40 ans à peu près. Alors que sur les distances très courtes comme le S, ça reste explosif et donc les jeunes s'y débrouillent mieux. D'accord. Et vous avez le sentiment que sur des distances courtes, vous avez un peu passé cette J'ai passé la époque-là? date de limite. D'accord. Voilà, J'ai pas voulu Ça parler veut dire que de, vous pouvez de encore, périmètre. vous pouvez encore rêver d'être professionnel dans le domaine de l'Ironman ou Non, pas Non du tout. Il y a quand même une très grosse différence entre les professionnels et moi, on va dire. J'ai démarré quand même le triathlon assez tard. Et donc, j'ai aucune prétention de devenir professionnel. Ça, Et qu'est-ce qu'il aurait fallu pour que vous soyez professionnel? Le démarrer plus tôt? Oui. Et on peut vivre du triathlon? Il y a des Alors, gens qui vivent du triathlon? l'économie du triathlon se développe à vitesse grand V. D'accord. Il y a 10 ans, il y avait très peu de personnes, en tout cas très peu de Français et Françaises qui en vivaient. Et maintenant, c'est grâce à différentes épreuves, différents labels et marques qui se sont créés avec des gains importants. On va dire que beaucoup de Français commencent à bien en vivre. Et oui, il y a une très grosse économie du triathlon. Ça reste un sport en vogue, comme le trail, par exemple. et vous auriez aimé, vous, justement, démarrer plus tôt? Les événements de la vie Ouais. ont fait que j'ai pas démarré plus tôt. J'ai fait du basketball avant, donc voilà, j'ai pris du plaisir dans le basketball et ensuite j'ai basculé sur les sports individuels. Rajouter une épreuve de basketball à la fin du triathlon. Oui, il y a un truc à Après la monter. course à pied, vous mettez des paniers à mettre et puis comme ça, vous êtes champion. Pas sûr qu'on ait les yeux en face des trous pour bien viser. Ah voilà, quand même. Est-ce que c'est compliqué justement de gérer une compétition seule, ou est-ce que vous finalement vous avez eu l'habitude de faire ça? C'est le lot, je dirais, du coureur amateur en quelque sorte, je dirais en comparaison du professionnel à côté duquel vous allez courir finalement. Oui, non, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Là, avant la course au Texas, je me disais de toute façon, si j'ai un souci pendant la course, je sais que je peux me reposer que sur moi-même et tout ce qui se passera dans ma tête. J'aurai pas un point physique sur le parcours qui pourra m'encourager, me soutenir et me pousser, me redonner de la force. La force, on va dire, je suis parti avec dans l'avion et il fallait qu'elle reste jusqu'à la course. Donc on l'a dit, c'est beaucoup d'efforts dans votre quotidien. Est-ce que vous avez une hygiène de vie justement qui est particulière pour pouvoir continuer de courir, continuer de faire ces compétitions-là? Oui, on a pour habitude de dire que le triathlon, c'est 3 épreuves, mais j'en compte au moins 1, voire 2 de plus. Il y a tout ce qui est relaxation, étirement, tout ce qui se passe après. Après ou avant l'effort, et évidemment l'hydratation, la nourriture, voilà, il y a quand même une hygiène de vie qui est pas non plus très stricte, mais assez stricte, on va dire. D'accord. Et vous, c'est quelque chose que vous essayez de surveiller? Vous êtes accompagné pour ça ou pas du tout? Non, j'essaie de concocter mes propres petits plats bien équilibrés pour pouvoir repartir à l'entraînement le lendemain avec toute l'énergie nécessaire. Un champion du monde, on l'espère, qu'il fait tout en solo. En tout cas, bravo à lui. Je pense qu'il aime bien se faire aider. Oui. Vous allez voir, on en parlera dans un tout petit instant. Pour suivre vos aventures, Thomas, il y a les réseaux sociaux, notamment votre compte Instagram. Vous mettez des petites choses dessus. Également sur Facebook. Rendez-vous est donc pris pour la fin août. Il faudra qu'on suive tout ce qui se passe. On a un autre rendez-vous à vous recommander et à ne pas manquer. C'est Willy Rovelli vient déjeuner chez vous. C'est ce samedi à 12h55. Et voici le menu. Tous les jours, dans mon émission de radio sur France Bleu, j'invite la bonne humeur à table entre midi et 13h. Au menu, tous les sujets qui vous concernent, qui nous concernent. Une fois par mois, je m'invite carrément chez vous. Oui, chez vous. Aujourd'hui, avec mon chroniqueur Fabien Himo, nous avons pris la direction d'Annecy, en Haute-Savoie, pour aller rencontrer Aline, Cédric, leurs 3 enfants et leurs 45 vaches laitières. L'occasion pour nous de participer aux tâches de la ferme. Mais non, moi ça sort pas, moi. Enfin, d'essayer. Bonjour, bienvenue sur France Bleu. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission sur France Bleu et exceptionnellement sur France 3. Alors on va aussi nous entendre et surtout nous voir. Alors bienvenue France 3. Donc voilà, il faudra penser à mettre la table pour 12h55 sur France 3. Émission à revoir bien évidemment sur France.tv. On a parlé à l'instant d'alimentation, mais c'est quoi un repas type pour vous ?
Beaucoup Des de pâtes. calories, voilà, des féculents, beaucoup de calories, beaucoup de légumes aussi, hein, donc tout ce qu'il faut, des protéines, des glucides, enfin, voilà. Tout est recommandé pour Vous avez repartir. dit, vous avez dit protéines, glucides, alors que nous on dit des pâtes, du poulet. Oui, c'est ça. On sent qu'il y a quand même une connaissance scientifique derrière tout ça. Merci beaucoup. À cette table, justement, on n'a rien à manger, mais on a plein de choses à vous raconter. En tout cas, c'est le cas de notre expert en biodiversité, c'est Didier Papé. Bonjour Didier. Bonjour Didier, François va se Bonjour à nourrir de tous. plantes aujourd'hui, je Oui. crois bien. Il a fait hyper chaud ces dernières semaines et ça vous a donné l'idée de nous recommander finalement d'isoler un peu mieux nos maisons de façon hyper naturelle. Oui, oui. Et on peut faire ça avec des plantes. Avec des plantes, voilà. Ouais. Hein, ça fait partie des certaines recommandations que notre opération qui s'appelle Objectif Climat 2030 menée dans toute la région, de toutes les associations de la fédération. Loire et donc, Nature Environnement, je le dis, parce oui, que je crois que c'est pas dit. il y a la fédération, c'est France Nature Oui. Environnement. Et donc, du coup, c'est l'idée de végétaliser les façades D'accord. est une solution Mhm. pour apporter de la fraîcheur et également de parler biodiversité. Ouais. Donc, avec Objectif Climat 2030, vous accompagnez les collectivités Oui. à plus végétaliser Mhm. les murs de leurs bâtiments et j'imagine des espaces publics. Nous, les particuliers, on peut faire ça aussi On peut le chez faire nous. chez soi, oui, oui. On donne aussi des conseils aux particuliers. Et alors, en quoi ça peut vraiment faire la différence? Il y a vraiment... Alors, la différence, c'est plusieurs dizaines de degrés sur une façade végétalisée en moins par rapport à une façade qui ne l'est Non pas. végétalisé. Non, oui. Ah oui. Une façade au sud peut gagner 30 degrés par rapport à une façade végétalisée. C'est vrai? Ah, Et il faut c'est la mettre énorme. entière, faut la recouvrir entièrement. Alors, avec on le le fait comme Ouais. on veut, mais oui, il y a un système, une technique japonaise qui consiste à mettre un rideau et on couvre avec des plantes grimpantes. Alors, ce que je voudrais qu'on dise d'abord, c'est que si on le fait, nous, à l'échelle de notre maison, bien sûr, ça peut aider Bien sûr. pour notre maison Ah oui. à nous. Ce qui est encore mieux, c'est quand faire vous en dans la parlez rue. aux voisins autour. Le que faire le dans la quartier rue, une voilà, Que, et tout le quartier, voilà. que tout le quartier Bien s'y sûr. met. Bon, je Ouais. pense qu'on va y être amené de toute Oui. façon. Mais alors, les possibilités sont assez nombreuses. On peut faire tout un mur, on peut faire qu'un pan de mur. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier lieu si on Alors, veut il faut végétaliser regarder plusieurs choses. D'abord, si on a la place de planter, parce que le plus simple, c'est de planter en pied de mur et de trouver un système pour aider les plantes à grimper. Ouais, mais bon, si c'est bétonné, on met en pot. On peut mettre en pot, oui. D'accord. Dans certaines villes comme Orléans, on peut demander à ce qu'une partie du trottoir soit cassée pour et mettre de la terre pour le faire. On peut demander ça? Oui, je pense que ça existe encore. À Orléans, D'accord. c'était le cas. D'accord. Ensuite, il faut aussi se demander, parler du coût, hein, parce que si on met une structure métallique pour mettre des plantes très, très fortes, ben, ça coûte cher. Oui. Le plus simple, c'est de mettre des câbles, hein, c'est plus facile. Il faut D'accord. regarder aussi la qualité des murs. Mhm. Et puis, il y a une chose aussi à laquelle il faut penser, c'est savoir si j'ai la possibilité d'entretenir. C'est-à-dire de nourrir, Voilà, et puis d'abreuver, surtout aussi de tout le temps en monde. temps de tailler, parce qu'il y a des plantes qui vont jusque dans la gouttière, donc ça c'est moins... Il y en a qu'on peut pas mettre du tout. On peut Oui, mettre- alors il y a des plantes qu'on ne met pas, par exemple la vigne vierge qu'on trouve partout, Oui. elle est considérée comme une invasive maintenant, comme une D'accord. espèce exotique envahissante, donc ça on l'évite. Après, Alors, qu'est-ce qu'on met plutôt? il y a la fameuse glycine qui passe Ah oui. partout, qui enserre tout, donc il faut, voilà, non, là, elle est à l'écran, il Bah, faut faire attention. avec L'avantage elle. de la glycine, c'est que ça pousse super vite, donc on Ouais. peut se dire chouette, des résultats Ouais, rapides, ouais. sauf que derrière ça grossit, Voilà. et puis ça va se... Quand elle a commencé à tordre Les gouttières, Les on est gouttières, fichu, ouais. quoi. Ouais, Donc c'est ça. moi, Donc, à la place, on met quoi? ce que j'aime, moi, c'est les passiflores qui font une très belle fleur. Il y a également le chèvrefeuille qui sent très bon. D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose. Et le lierre, alors? Alors, le lierre aussi. Alors, le lierre, il a mauvaise réputation, Oui. le lierre grimpant, et pourtant... Et pourquoi il a c'est- mauvaise réputation? Parce qu'il fait des traces Parce que sur les gens, voilà, il fait des traces sur les murs, il peut aussi abîmer un mur un peu fragile. D'accord. Mais l'avantage, c'est que c'est un des derniers à fleurir en automne, fin d'été. D'accord. Et donc, lui, il va fleurir et donc donner à manger aux abeilles en dernier, quoi. Donc ça, c'est intéressant. D'accord. Et vous nous parliez juste de biodiversité, mais effectivement, si on met des plantes et si on met des fleurs, Oui. bah, ça va amener Ça va aussi attirer les des insectes. Oui, alors il y en a qui vont dire, bah oui, mais justement, Voilà, il faut envie ouais. d'avoir des insectes. Non, mais c'est des petits animaux. Des gentils, ils sont contents de venir. Vous n'aurez pas d'orang-outan dans votre mur végétalisé. Non, par
contre, on aura des petits îlots d'insectes. Voilà, oui. Et en soi, c'est plutôt une bonne chose. Mais bien sûr, parce que dès l'instant, c'est comme les hôtels à insectes. Les uns vont manger les autres, et donc ça va se réguler tout seul. Ça va faire un équilibre. Mais merci beaucoup. Végétaliser. Voilà. Donc on peut trouver cette petite fiche qui donne des conseils auprès des Loiret Nature Environnement. Il fait mon boulot. Je fais le travail d'Héloïse maintenant. Et le site internet qui s'affiche. Oui, et merci les gars. Bon, je sors, j'y vais. Non, je ne sors pas parce que vous avez du boulot, c'est clair, c'est à vous de prendre la relève, mais j'ai quand même envie d'écouter ce qui se passe. Donc c'est parti, c'est le moment de jouer avec André. Avec notre quiz ce jour qui va mélanger vos deux univers, entre vous qui êtes triathlète, notamment nage, vélo, course à pied, et vous Didier qui connaissez toute la biodiversité. Moi c'est jardin, chaise longue et transat. C'est un beau triathlon. Mais après la course aussi. Aussi, voilà. Et justement, je vous le souhaite. Ma première question, est-ce que vous connaissez le triathlon? Tri dit tree en anglais. Tri, arbre, athlon. Athlon. Est-ce que selon vous cette discipline existe? Oui ou non? Vous connaissez? Moi, je pense pas. Moi, le connaissant André, je suis sûr que c'est existe. Oui, ça existe. Pas de version officielle, avec de vraies compétitions, mais c'est un vrai mode de vie, justement. Le triathlon. Et il en existe plusieurs formes. Merci de m'aider, en tout cas, sur l'accent, Héloïse. Alors, il y a plusieurs formes de triathlon, notamment comme celle de... J'y arriverai pas. Triathlon. Voilà. Comme celle de Flix. Justement, Flix, c'est un jeune homme qui, à travers son site internet, partage un vrai mode de vie de triathlète. Oh là là. C'est un mode de vie actif et durable, planter des arbres et un transport à faible impact. Voilà ces trois disciplines. Il plante un arbre tous les 100 km courus, une course très longue à distance qui vise à sensibiliser notamment la déforestation, notamment la replantation des arbres, une vraie initiative verte. Et puis ensuite... Il court et il plante. Et il plante aussi. Puis ensuite, il y a le triathlon de Ross Edgley. Là, c'est un autre style. Et il vise à faire un triathlon comme vous, un petit peu, mais avec un arbre de 45 kg sur le dos. Voilà. Et puis montrer d'accord, j'avais pas vu qu'il avait l'arbre derrière lui. Incroyable, bien évidemment, et s'arroser et faire de belles photos. En tout cas, deuxième question, on va parler un peu technique. On parle de plantes, de sport, et sport est un mot utilisé en botanique. Que désigne-t-il? Oui, ça je sais. Est-ce que c'est la mutation spontanée d'une partie d'une plante? Est-ce que c'est la floraison précoce d'une plante? Ou alors c'est une plante qui a de gros muscles? Mais ils l'ont tous les deux, non? Non, c'est la première, je pense. La mutation spontanée d'une partie d'une plante? Oui, quand on passe, on dit les spores d'un champignon. Alors, ça peut en effet, c'est la bonne réponse. Ah, mais ça s'écrit pas pareil. Non, sport, S-P-O-R-T, justement, c'est un autre sport. Non, c'est oui, le sport que je vous dis, c'est S-P-O-R-T. D'accord. Et c'est pas un champignon, c'est, par exemple, si vous avez un arbre qu'avec des fleurs blanches ou roses et qu'une seule fleur est rouge, c'est un sport, c'est une mutation. On en apprend toujours avec André. Et c'est la compète, là. Il veut toujours vous apprendre des nouveaux mots, vous aussi. En effet. Et tac. Et puis en fait, retour à l'envoyeur. Dernière question, Didier, vous qui êtes expert en biodiversité en général, les animaux aussi, ça vous connaît. Thomas, vous en triathlon, quel est le seul animal capable de réaliser un triathlon? Le chien, le chat ou le singe, selon vous? Thomas. Le singe, on a peut-être déjà vu un singe faire du vélo. Le vélo, c'est ça. Ce qui est embêtant, c'est le vélo. Est-ce qu'il sait nager, un singe? Moi, en bonne réponse, j'ai le chien, et pas n'importe quel chien. Non, il s'appelle Norman. Et regardez plutôt ce chien, Norman, vraiment, il est impressionnant. Parce qu'il y arrive justement à monter sur son vélo et il arrive à mettre quelques coups de pédale. Alors bien évidemment, ça se passe aux États-Unis. Courir, on sait qu'il adore ça et qu'il maîtrise. Et puis l'eau aussi. Voilà, plutôt Norman qui arrive à pédaler. Regardez-le, avancer avec sa maîtresse, tout simplement. Le pauvre. Oui, il est bien. On peut dire ça, le pauvre. Il a son vélo à son nom en plus. Oui. Oh là 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 là. Évidemment, vous pouvez compter sur vous pour avoir un chien, un animal dans cette émission. Et sur les Américains. Animal avec aussi. vous. Et sur les Américains pour faire des trucs un petit peu dingues. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Norman, il n'est pas du genre à bailler aux corneilles. C'est notre expression du jour qu'on va décrypter. Bah oui, pourquoi dit-on bailler aux corneilles? Voici la réponse. Pourquoi dit-on bailler aux corneilles? Bah oui, pourquoi? Cette expression signifie que l'on est distrait, que l'on est absent, littéralement perdu dans ses pensées, et cela n'a rien à voir avec la fatigue. D'ailleurs, je suis sûr que la majorité d'entre nous aurait eu tout faux à l'épreuve de la dictée.
Car ici, on ne parle pas de bâillement à répétition pour exprimer la faim, l'ennui ou la fatigue, mais du verbe plus ancien bâiller qui signifie ouvrir tout grand. D'ailleurs, ce verbe n'est plus vraiment utilisé dans notre langage quotidien, sauf pour bâiller aux corneilles. Et pourquoi les corneilles alors ? Pour trouver l'origine de cette expression, il faut remonter au XVIe siècle. À cette époque, le terme corneille est utilisé pour désigner tout ce qui est insignifiant, notamment pour les chasseurs. En effet, cet oiseau très répandu en ville comme à la campagne représentait un gibier sans grand intérêt. Bâiller aux corneilles signifiait donc rester bouche bée devant quelque chose de totalement inintéressant. Au fil du temps, le sens de l'expression a changé pour passer de la futilité à la rêvasserie. C'est d'ailleurs Molière qui, dans Tartuffe, écrit « Allons vous rêvez et bâillez aux corneilles ?» Bon, en gros, vous regardez les mouches voler. Bon allez, c'est fini le cours de français, on reprend l'entraînement. André, vous êtes prêts ? On est prêts. Et avec vous Thomas, je sais que vous êtes prêts tout le temps. On n'a qu'à votre invité, il s'appelle Boris Balu. Bonjour. Bonjour Boris. Bonjour Boris. Bonjour. Alors vous êtes un grand athlète vous aussi, mais qui se cache. Alors je me suis bien caché. Voilà. Je plaisante. Vous êtes un des soutiens de Thomas et Thomas a voulu mettre en avant justement tous ceux qui lui permettent de vivre de sa passion, en l'aidant à la financer. Alors pourquoi vous avez suivi Thomas ? Bon, pour des raisons très simples. Thomas, quand il est venu me voir la première fois, il m'a apporté un projet, un rêve. Et puis, je me suis dit, ouais, il est complètement envahi dans ce sport, ouais. Et complètement pris. Et donc, je me suis dit, oui, il y a un vrai quelque chose, il y a un vrai accompagnement qu'on peut lui proposer. J'ai un carnet d'adresses qui me permet de lui ouvrir quelques portes. Alors, il faut qu'on précise, vous êtes dans l'immobilier. Oui. Donc, vous avez l'habitude d'accompagner les projets des gens. Ça, c'est votre truc quand même. Alors, souvent, c'est pour acheter une maison, mais donc pour réaliser son rêve en quelque sorte aussi. Alors, je peux faire un peu les deux. Non, je préfère accompagner les particuliers dans l'achat de leur future propriété ou les aider à vendre leur propriété. Mais oui, Thomas avait ce rêve qui était important et que je trouvais vraiment formidable. Et surtout, je défends des valeurs avec IAD, l'entreprise qui m'accompagne au quotidien. On a des valeurs d'humilité, de courage, de professionnalisme, même s'il est amateur. Je trouvais que ça réunissait vraiment cette ambiance. Et donc, je me suis dit, banco, on y va, quoi. Voilà. Donc, non seulement vous le soutenez financièrement, mais en plus, vous l'avez aidé à trouver d'autres partenaires autour. C'est ça, hein, il vous a aidé un peu à structurer votre démarchage en quelque sorte. Au tout début de la démarche, je suis allé voir Boris, connaissant son expérience. Je me suis dit, on va essayer de ficeler ça d'une belle manière, que ce soit attrayant pour toutes les personnes que je vais pouvoir rencontrer. Ça coûte cher ? Très cher. C'est quoi ? C'est l'inscription au cours ? C'est le matériel ? Les inscriptions, le matériel, le voyage, voilà. Parce que 3 disciplines en une, ça veut dire 3 fois plus d'équipements aussi. Voilà, sachant que oui, il y a des équipements qui coûtent pas trop cher. La natation, c'est pas ce qui coûtera le plus cher. Mais juste par un contre, slip. Non, mais bon, un bon vélo. Un bon vélo performant, le prix des roues, l'entretien, voilà, tout ça. Et donc, comme le prix les inscriptions sont assez élevés sur le label Ironman, donc la saison faisait que j'avais besoin de trouver presque 15 000 € en fait. Ah oui. Alors, sur mes fonds personnels, mais... Pardon, mais on gagne quoi quand on termine un Ironman ? On a parlé tout à l'heure de t-shirt, on a aussi un t-shirt et une médaille, voilà. Ah, d'accord, oui, donc forcément. On a une époque où il y a beaucoup d'entreprises qui se désengagent parce que clairement, les budgets sont restreints. Le mécénat, c'est pas forcément le premier truc qu'on a envie de faire. Vous, qu'est-ce que vous avez dit pour convaincre vos partenaires, Boris ? Je vais présenter ce projet qui était... c'était pas un club qui venait à nous. C'était vraiment un individu avec un rêve et un projet. Et donc, je trouvais que cette démarche est d'aider à réaliser ça dans un sport qui est 3 sports en un, qui a des valeurs. Et qui manque un peu de visibilité aussi, il faut le dire. Hein. Exactement. Et qui n'était pas le sport le plus connu et le plus commun qu'on pouvait trouver. Je pense que mes partenaires et les gens avec qui je travaille au quotidien sont aussi investis. Certains font des sports que Thomas fait au quotidien. Donc se sont retrouvés. Et puis, il y avait besoin d'une certaine somme.
il avait déjà quand même beaucoup travaillé en amont. Il avait besoin qu'on complète ces sommes et que chacun allait donner ce qu'il voulait. Et donc, voilà, ça permettait d'amorcer aussi une pompe et de l'aider en visibilité. Voilà, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Oh, merveilleux, on va rester là-dessus. J'ai complètement oublié de mentionner le fait que vous êtes secrétaire de la section triathlon de la SPTT. Je le dis, je suis à la SPTT moi aussi, donc on est, on est dans le même bateau, effectivement. Je renvoie vers vos réseaux sociaux, je renvoie également vers un événement que vous organisez avec la section triathlon de la SPTT. Ce sera le swim run du 24 septembre. André a dit qu'il s'inscrivait, on le suivra et on vous apportera la preuve qu'il y est allé. Je vais nager, je vais courir. Merci à tous les deux d'avoir été là. Merci à vous. Ce matin, merci André. Demain, ce sont les meilleurs moments de Vous êtes formidables. Bonne journée à tous.